ce matin, on va parler de cerveau, on va parler de binaire, on va parler de tout un tas de choses. L'histoire commence il y a quelque temps, quand l'université de Bordeaux et la Harvard Medical School sont venus nous voir pour un projet un petit peu spécial. Ce projet, c'est Spine. Alors Spine, qu'est-ce que c'est ? C'est un serious game sur tablette qui va crowdsourcer la recherche en neurologie. Énormément de hashtag putaclic. Okay. Là, on vient de marquer beaucoup de points. Plus concrètement, qu'est-ce que c'est Spine ? Donc c'est un jeu, je vous l'ai dit, dans lequel les utilisateurs vont voir des IRM du cerveau et ils vont apprendre à repérer dessus des lésions, par exemple. Donc vous en avez une petite ici, une tache blanche. Ils vont apprendre à repérer des lésions. Ils vont sélectionner les images où ils en repèrent une. Ils vont ensuite la dessiner avec son doigt sur l'iPad. Et ensuite, l'idée, c'est de faire jouer un maximum de gens, d'accord, donc le grand public, et on va récolter toutes ces données. On va récolter toutes ces données côté serveur, et on va en tirer des conclusions. On va essayer de faire avancer la recherche scientifique. Par exemple, on va dire, je vais proposer cette image du cerveau qui est proposée par un groupe de scientifiques qui veut étudier une certaine maladie. On va la donner au public et on va voir que à 85%, tous les joueurs ont trouvé qu'il y avait quelque chose sur cette zone-là du cerveau. D'accord ? Ça va nous permettre de gagner du temps, de faire gagner du temps à la recherche, par exemple, en disant on va ensuite confier les IRM qui sont ressorties positives de ce travail avec les joueurs aux neurologues et peut-être écarter les autres. Parce qu'il y a peu de personnes qualifiées en neurologie et donc ça coûte cher de les faire travailler sur un sujet. Donc moi je suis développeur web chez Elao et ils sont venus nous voir en nous disant ok, est-ce que vous pouvez faire ça pour nous, un serious game dans lequel on pourrait analyser des IRM du cerveau. Alors je ne sais pas si vous savez, le problème avec les développeurs web, c'est qu'ils pensent que tout est faisable en JavaScript. Donc on a dit pas de problème, on va le faire. Et ce matin, je vais essayer de vous expliquer pourquoi et surtout comment on l'a fait et qu'est-ce qu'on a appris en chemin. Parce qu'on a appris un tas de choses. Alors je vais commencer par définir l'IRM, je l'ai déjà mentionné une ou deux fois. Donc ces images du cerveau que vous voyez, c'est un petit peu l'équivalent d'une radio, mais ça veut dire image par résonance magnétique. Donc je disais, c'est l'équivalent d'une radio, c'est ce gros appareil que vous avez déjà pu voir si vous suivez Grey's Anatomy ou Dr House. On place le patient à l'intérieur, et notamment sa tête. Ça, c'est un gros électroaimant. Alors, j'ai pas de doctorat en physique des particules, mais j'ai beaucoup regardé C'est pas sorcier quand j'étais petit, donc je sais quand même de quoi je parle. Ce qui va se passer, en gros, c'est que le champ magnétique, on va soumettre votre cerveau à un champ magnétique, ça va faire réagir les particules de vos atomes d'hydrogène qui sont dans votre cerveau, et quand elles réagissent, on va être capable de les localiser précisément dans l'espace avec cette machine, et il va y avoir, pour faire simple, beaucoup de réactions quand il y a quelque chose, et très peu de réactions quand il n'y a pas d'atomes d'hydrogène. Ça va nous permettre de prendre une photo de l'intérieur de votre cerveau, de l'intérieur de votre tête, sans avoir besoin de l'ouvrir. Voilà. Et donc, ça va ressembler à ça. Donc là, vous voyez, il y a plusieurs, ce qu'on appelle des coupes, parce qu'en fait, ce que fournit la machine, c'est une image en 3 dimensions. Donc, plutôt qu'une image classique où vous avez 2 dimensions et des pixels, c'est la même chose, sauf que vous avez 3 dimensions et on parle de voxels. Okay, si vous avez déjà joué à Minecraft, c'est ça. Donc cette machine IRM, elle va sortir un fichier .ni, comme les chevaliers du même nom. Et voilà, c'est un format Nifty qui a été défini par un regroupement de laboratoires anglais en 2004, quelque chose comme ça.
Donc ça, c'était un petit peu nos sources fournies par le client. Donc qu'est-ce qu'on fait? On reçoit ce fichier, on lance notre éditeur de code favori, et on ouvre notre fichier. Et là, qu'est-ce qui se passe? C'est du binaire, c'est rempli de trucs qu'on ne comprend pas, et on ne peut pas l'ouvrir comme du JSON. Donc on a été obligé d'aller plus loin. Et là, vous vous dites « Ah, cool, je suis venu voir une conférence sur le cerveau. » Et non, en fait, je vais vous parler de binaire aujourd'hui, entre autres. Donc, petit rappel sur le binaire. Il y en a probablement certains d'entre vous qui sont bien à jour dessus. Mais moi, personnellement, j'ai eu besoin de me replonger un petit peu quand même dans mes cours d'université quand j'ai attaqué ce projet. Donc, le binaire, c'est un système numérique en base 2 par opposition au système décimal qui est en base 10 et qu'on utilise tous les jours. Donc si je veux compter sur mes doigts en binaire, ça fait 1, 10, 11, 100, 101. OK. L'unité de base, gros poncif, mais je le rappelle quand même, l'unité de base, c'est le bit, qui peut prendre comme valeur soit 0, soit 1. En informatique, on va travailler en groupement de 8 bits qui constituent un octet, comme ceci. Ensuite, si on en a 1024 des octets, ça fait un kilo-octet. Là, on commence à retomber sur des choses qui nous parlent dans notre quotidien, qu'on voit dans notre Finder ou dans notre navigateur. Et donc, par exemple, un final de Game of Thrones, ça fait environ 536 millions d'octets. Donc, je vous laisse calculer combien ça fait de bits dans un épisode de Game of Thrones. Donc, très bien, notre fichier .ni... il est rempli de 0 et de 1. En quoi ça nous avance? Comment est-ce qu'on va pouvoir l'ouvrir? Bien, la deuxième étape, c'est nécessairement de se dire que tous ces 0 et ces 1, ils représentent une information. Ils ne sont pas là par hasard. Quelque part, caché dans ces lignes, il y a du sens. Il y a l'image de notre cerveau qui a été prise. Alors, comment on représente l'information en informatique? La première étape, ça va être la numérisation. Donc numérisation, ça veut dire littéralement transformer en numéro. Donc on va prendre une information du monde réel et on va lui attribuer un numéro. C'est ce qu'on fait par exemple quand on dit que le Rhône c'est 69. Un exemple de notre quotidien, pour bien comprendre ça, c'est le numéro de sécurité sociale. On pourrait croire que c'est un identifiant qui nous est attribué à la naissance dans la grande table SQL de la sécurité sociale française. Absolument pas. Ce chiffre, il représente une information sous forme numérique. Par exemple, ce numéro de sécurité sociale, je peux vous dire qu'il appartient à un homme qui est né en 1989, en octobre plus précisément. Cette personne est née dans le département de l'Isère, et à Grenoble en l'occurrence. C'était le 48e bébé ce mois-ci. Et on a une petite clé de contrôle qui valide la validité du numéro de sécurité sociale. Donc on voit que là, on a transcrit une information du monde réel, une fiche d'identité, en une série de nombres. Il nous suffirait ensuite d'écrire ces nombres en base 10 et de les écrire sur leur forme base 2, et on l'aurait stocké dans un système informatique. Je vais prendre un autre exemple qui se rapproche un petit peu plus de ce qu'on cherche à faire, lire une IRM. C'est comment est-ce qu'on représente une image en binaire dans un système informatique. Donc prenons une image, c'est une grille de pixels, d'accord? Chaque pixel va contenir une couleur. Jusqu'ici, rien de fou. Comment est-ce qu'on a choisi de représenter la couleur? Eh bien, on a choisi de la représenter sous la forme de 3 valeurs de couleurs primaires, rouge, vert et bleu. Alors, petite parenthèse, c'est pas sorcier. Pourquoi rouge, vert et bleu? Pourquoi nos écrans sont constitués de diodes rouges, vertes et bleues qui vont s'allumer en fonction de l'intensité qu'on leur donne? C'est parce que dans nos yeux, il y a des cônes et on en a 3 types, un qui voit le vert, un qui voit le rouge et un qui voit le bleu. Voilà. Chacune de ces valeurs est un entier qui va de 0 à 255. Donc si vous bossez en CSS, vous avez déjà eu à rentrer des couleurs sous la forme rouge, vert, bleu en choisissant de 0 à 255 pour faire varier votre couleur. C'est pour ça. C'est comme ça qu'on représente simplement une image en informatique.
Pourquoi 0 à 255 ? Parce qu'on a choisi de coder chaque valeur sur un octet. Un octet, c'est 8 bits, on le rappelle. Et 8 bits peuvent prendre 256 valeurs possibles. Si tous les bits sont à 0, c'est 0. Si tous les bits sont à 1, c'est 255. Pour la petite histoire, donc si vous suivez là, on a un octet pour chaque couleur primaire rouge, vert, bleu. On a donc 3 fois un octet, donc 24 bits pour coder chaque pixel une couleur. Ça vous fait 16 millions de possibilités. C'est les fameuses couleurs vraies qu'on a depuis Windows 2000 dans les options. Donc, maintenant que je sais que ma chaîne binaire représente une information, je vais pouvoir la décoder. On va prendre un exemple avec cette chaîne parfaitement arbitraire. Si on considère qu'elle représente une image, donc une série de pixels qui portent chacune les 3 valeurs de couleur rouge, vert, bleu. Moi, je vais la décomposer ainsi. On a d'abord un premier octet pour le rouge, un octet pour le vert et un octet pour le bleu. Ça nous fait notre premier pixel. Et on continue puisqu'il reste des informations. Il y a un deuxième pixel, rouge, vert et bleu. Si on le représente sous forme décimale, ça donne ces chiffres-là. Et si je demande, par exemple, en CSS de m'afficher, à mon ordinateur, de m'afficher un pixel de cette couleur plus un pixel de cette couleur, ça nous donne ceci. Voici ce qui est contenu dans la chaîne binaire. Mais on pourrait choisir de stocker chaque couleur sur 16 bits et non pas 8. Ça nous donnerait une palette de nuances beaucoup plus importante. Si on reprend cette même chaîne et qu'on la considère qu'elle code une image où les couleurs ont été encodées sur 16 bits et non pas 8, eh ben, je vais la décoder différemment. Je vais dire, OK, il y a les 16 premiers bits qui codent une valeur de rouge, ensuite 16 bits pour le vert et 16 bits pour le bleu. On voit qu'ici, on n'a qu'un seul pixel, forcément, parce on les a encodés sur 2 fois plus de bits. Ça nous donne ces valeurs-là, et ça nous donnerait un seul pixel de cette couleur, mais sur un échéancier beaucoup plus important. Ce qu'on retient de ces 2 petites démos, c'est qu'une chaîne binaire n'a pas de signification en soi. Là, les 2 exemples que j'ai pris avec les 2 pixels ou 1 pixel, c'est la même suite de bits. Okay ? Donc, il faut savoir comment une information a été encodée en binaire pour pouvoir la lire. Il y a autre chose qui marche comme ça dans la nature, c'est l'ADN. L'ADN, il n'est pas en base 2, il est en base 4, parce qu'il y a 4 nucléotides. Mais il code de l'information, et le gros problème des scientifiques, et pourquoi est-ce qu'on fait de la recherche sur l'ADN, c'est parce qu'on n'a pas la spec, en fait. On ne sait pas comment il a été encodé et quelle partie code un bras ou la couleur des yeux, etc. Donc, petite parenthèse, la recherche sur l'ADN, ça consiste entre autres à changer un bit dans une chaîne binaire et voir ce que ça change dans l'image. Hein. C'est comme ça qu'ils font, c'est du reverse engineering. Fin de la parenthèse. Maintenant qu'on a compris comment on encode une image, okay, comment les informations sont représentées sous forme binaire, je vais vous donner des outils pour le faire en JavaScript. Parce qu'en l'occurrence, on veut le faire dans le navigateur, et dans le navigateur, on a JavaScript à dispo. Alors, l'unité de base qui va être la base de notre travail, c'est l'array buffer. L'array buffer, représente une chaîne binaire. Okay, vous le créez en lui passant un argument qui est le nombre d'octets. Attention, byte, en anglais, c'est octet. Donc, par exemple, si je reprends ma chaîne de tout à l'heure, je peux la créer en faisant un new array buffer d'une longueur de 6 octets. Et ensuite, on va avoir un truc formidable qui s'appelle les tableaux typés, et qui vont nous permettre de faire ce travail de découpage qu'on a fait tout à l'heure manuellement, automatiquement. Par exemple, si j'ouvre mon buffer que je viens de créer avec un uint8 array, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire unsigned integer, donc entier non signé, c'est-à-dire un entier qui n'a pas de signe, il est ni négatif, enfin, il n'est pas négatif ou positif, il est juste positif. Et 8, c'est pour dire qu'il est codé sur 8 bits. Si j'ouvre mon buffer avec ma chaîne exemple, avec ce tableau typé,
il va me faire automatiquement le découpage qu'on a vu tout à l'heure. Et très concrètement, si je console log mon objet view, je vais avoir un tableau qui s'utilise comme un tableau et qui contient mes chiffres en base 10 directement utilisables. Si je reprends mon deuxième exemple, je peux considérer le même buffer, donc la même chaîne binaire avec un uint 16. Vous l'aurez compris, cette fois-ci, je vais considérer que les données sont encodées sur 16 bits avec celui-ci. Il va me faire le découpage qui correspond et je vais avoir un tableau qui contient cette fois-ci 3 chiffres et non pas 6, mais sur un échéancier plus important. Une autre propriété de nos tableaux typés qui va nous intéresser, c'est qu'on peut les utiliser en écriture. Par exemple, si je reprends mon exemple sur 8 bits, je vais pouvoir dire « mets-moi la valeur 255 », donc moi je manipule du décimal, « mets-moi la valeur 255 dans la case 0 ». Qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre notre chaîne binaire et il va, pour nous, changer le premier octet et le passer à 1, parce que c'est la valeur 255. Alors, attention au dépassement. Qu'est-ce qui se passe si j'essaie de mettre la valeur 546 dans la case 0 qui est encodée sur un octet? 546 en binaire, ça s'écrit comme ça. Il faut 10 bits. Or, j'en ai que 8. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, pas de problème, je remplis les bits comme ils viennent, comme ça. Et puis, voilà, c'est fini. Donc, j'ai les 2 premiers bits qui disparaissent dans l'espace. Et si vous console loguez après avoir fait ça, votre case 0, elle vaut 34, parce que ça, en binaire, c'est 34. Ça s'appelle l'overflow, et c'est bien connu des gamers, parce que, par exemple, dans Pac-Man, si vous faites une série de commandes qui vont bien, vous allez run un script où ils ont laissé un bug comme ça dans Pac-Man, et le jeu part totalement en vrille, parce qu'il y a des bits qui se sont perdus dans l'espace. Vous avez tout un tas d'utilitaires en JavaScript. Donc, je vous ai cité 2 tableaux typés, mais il y en a plusieurs. Il y en a qui vont permettre de gérer des floats, donc des nombres à virgule. Ensuite, les tableaux typés, ils n'ont pas qu'un seul paramètre, ils en ont plusieurs qui vont être utiles. Par exemple, après le buffer, vous pouvez lui dire vous m'ouvrez cette chaîne binaire, mais que de l'octet 2 à l'octet 4. Donc, vous allez pouvoir bosser sur juste une petite section de votre chaîne. Vous avez la data view, qui est un sorte de array buffer où je précise le typage au dernier moment. C'est-à-dire que ça ouvre la chaîne et vous pouvez lui dire, à l'octet 42, tu me mets 1337 en mode 16 bits. Et un array buffer, donc la chaîne binaire, vous pouvez la découper un petit peu comme un tableau. Vous pouvez lui dire, par exemple, je vais prendre que la section de 0 à 352. Ça va être pratique pour la suite. Petite parenthèse sur mon autre langage préféré, qui est le PHP. Pour gérer du binaire en PHP, vous avez 2 méthodes, une méthode pack et une méthode unpack. Et par exemple, là, pour dire que vous voulez des entiers non signés, il faut faire C étoile. Voilà, donc c'est très clair. Là, par exemple, je mets 12 et 255 dans un tableau, dans une chaîne binaire. C'était le petit slide de troll gratuit. Comment est-ce qu'on va recevoir des données existantes? Parce qu'on sait un petit peu comment manipuler une chaîne binaire en JavaScript, comme je vous l'ai montré, avec les tableaux typés. Maintenant, il va falloir qu'on charge notre fichier IRM qui est sorti de la machine. En fait, tout simplement, à peu près toutes les méthodes pour charger un fichier en JavaScript supportent le binaire. Donc, notre bonne vieille requête Ajax, si vous lui précisez un response type array_buffer, la propriété response que vous allez recevoir, c'est directement un array buffer instancié. Donc vous pouvez déjà commencer à le découper et à l'ouvrir avec des tableaux typés. Grâce au file reader, vous allez pouvoir prendre un bouton parcourir où l'utilisateur a sélectionné un fichier sur son bureau et l'ouvrir en tant que buffer. Ça vous renvoie directement un array buffer. Et mon petit chouchou, les WebSockets, si vous lui précisez au moment de l'ouverture que vous êtes en train de parler en mode array buffer, tout ce que vous allez envoyer et recevoir, c'est directement des array buffers. Normalement, là, on est armé, on a les outils, on sait comment est encodé le fichier, on va pouvoir ouvrir notre fichier RM dans le navigateur. Il nous manque une dernière étape, comme je vous l'ai dit, c'est comment a été encodée l'information. Pour cela, on va aller voir la spec de notre format Nifty.
Okay, donc les labos qui ont bossé dessus fournissent la spec sur leur site. Et qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit d'abord que le fichier est composé d'un header, une sorte d'entête, qui va nous apporter tout un tas d'informations et qui ne constitue pas le contenu de l'image du cerveau. Cette en-tête, il est sur 352 octets. Qu'est-ce qu'on a dedans? Eh bien, à l'octet 40, la spec nous dit on a le nombre de dimensions du fichier. Donc généralement, c'est 3, mais la spec supporte 4 dimensions. La quatrième dimension, ici, c'est le temps. C'est-à-dire qu'il y a certaines machines IRM qui sont capables de prendre, non pas une photo de votre cerveau, mais une vidéo. Aux octets 42, 44 et 46, vous allez avoir les dimensions de l'image, donc largeur, hauteur et profondeur. Et sur les octets 70, 72, vous allez avoir quelque chose d'important pour nous, c'est le data type et le nombre de bits par voxel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça nous renseigne sur, voilà, nos voxels, on les a encodés sur 16 bits, et donc il faut les ouvrir avec un UINT 16. Voilà. Parce que contrairement à l'exemple de mon image tout à l'heure, la spec supporte des machines qui vont avoir plus ou moins de détails et donc un échéancier plus ou moins grand. Et vous avez enfin quelques petites informations auxiliaires comme l'échelle, donc ça peut être important. Ça nous dit un voxel dans l'image, combien il mesure en millimètres dans la vraie vie. Ça nous permet de savoir si on est en train d'étudier un cerveau d'oiseau ou un cerveau d'humain, par exemple. Puis il va y avoir la description du patient, etc. Il y a quelques petites cases qui sont réservées à ça. Donc si j'ai ouvert, par exemple, mon fichier via une requête Ajax, je récupère mon buffer, je vais le mettre dans une data view, et voilà comment je récupère la hauteur, largeur et profondeur dans les octets qui vont bien, le data type et le voxel. Donc par exemple, dans mon exemple, avec 16 et 32, il nous renseigne sur le fait qu'il faut l'ouvrir avec un float de 32. Ah ouais, c'est un type de tableau typé. Qu'est-ce qu'il y a après cette en-tête? Eh bien, il y a tout le corps du fichier. C'est une suite de voxels. Donc là, on peut savoir, petite parenthèse, on peut savoir précisément la taille du fichier. Parce que si on prend nos 352 octets de header, plus la largeur fois la hauteur fois la profondeur, donc c'est le nombre de voxels. Pour la petite histoire, ici, par exemple, on a 11 millions de voxels. Fois le nombre de bits sur lequel un voxel est encodé, et bien ça nous donne, dans mon exemple, 46 millions d'octets, donc 46,1 mots, c'est exactement le poids du fichier, ce qui est à la fois complètement logique et un petit peu magique. Quand j'ai vu ça, j'ai fait « Ah oui, mais oui, d'accord, oui. » Enfin, on le sait que le poids d'un fichier, il est lié à ce qu'il y a dedans, mais là, on le voit, tu vois un petit peu la matrice. Du coup, je vais pouvoir lire le body. Je vais l'ouvrir avec mon float array32 comme le header nous l'a demandé. J'ouvre mon buffer à partir de l'octet 352 pour avoir que le contenu du fichier. Et là, dans mon objet body, je vais avoir un tableau qui contient 11 millions de cases avec tous mes voxels. Donc il va falloir une petite fonction utilitaire pour aller récupérer la valeur d'un voxel à partir d'une position dans l'espace. Donc c'est simplement une petite fonction, une petite opération mathématique qui va nous dire, bah voilà, logiquement, le voxel qui est à 10, 10, 50 dans l'espace, eh ben, il est à tel index dans le tableau. Et on va le récupérer directement dans le body comme un tableau. Ensuite, on va se créer une petite image pour visualiser tout ça. Donc ici, je vais utiliser un canevas 2D et je vais utiliser une image data. Qu'est-ce que c'est? C'est un tableau typé qui est fait exprès pour faire de l'image. Donc ça veut dire qu'il est déjà configuré pour faire des pixels qui contiennent 3 couleurs de 0 à 255. Donc je lui fournis la largeur et la hauteur de mon fichier, par exemple, pour en afficher une tranche. Il ne nous reste plus qu'à remplir cette image avec les données qui viennent de l'IRM. Je vous ai fait une petite fonction utilitaire. Ce qu'il faut retenir, c'est que
Je lui passe une intensité qui vient de mon fichier RM, qui va être un float, là, on l'a vu dans notre cas, donc un nombre à virgule de 0 à 1. Et donc, il me suffit de multiplier ce float par 255, et je vais remplir mon image. Je vais mettre des nuances de gris ici, donc rouge, vert, bleu auront la même valeur, de 0 à 255. Et puis, ici, par rapport à mon exemple, on gère la transparence, donc il y a une dernière valeur pour chaque pixel qui est son opacité. Donc je la mets à 255 dans tous les cas. Et voilà, il ne me reste plus qu'à boucler sur les pixels qui composent une coupe que je vais afficher. Je vais récupérer la valeur dans le fichier et la mettre au bon endroit dans mon image que je vais afficher. Il ne me reste plus qu'à prendre mon image data et à la mettre dans le canevas avec cette petite méthode qui sert à ça. Et nous avons un IRM dans le navigateur. Du coup, là, ce que je vais faire, c'est que je vais me balader dedans. Donc ça, c'est pas un GIF. Je suis vraiment en train de lire un IRM dans le navigateur. Vous pouvez y aller sur votre téléphone à cette adresse. Et moi, je vais en profiter. Rappelez-vous, l'image pèse 46,1 mégaoctets, donc il faut peut-être attendre que ça charge si vous y allez tous en même temps. Sinon, vous le prenez en photo et vous irez voir tout à l'heure, comme ça en plus vous pourrez écouter la suite du talk. Ok, on continue. Donc je vous ai dit que j'allais vous expliquer un petit peu qu'est-ce que ça nous a apporté de faire tout ça. Pourquoi c'est cool de faire du binaire en JavaScript? La première raison, c'est le poids. Je vais prendre par exemple l'exemple de Laser Drive, qui est un petit jeu multijoueur qu'on avait fait pour le Blend 2015 en amphi. Il est basé sur un encore plus petit jeu qui s'appelle Curvitron, qu'on avait fait. Et Curvitron, concrètement, c'est un jeu de Snake qui se joue à 10 joueurs en multi. Et donc, il y a un serveur qui va envoyer des informations à tous les joueurs, notamment, par exemple, la position dans la map. Donc, il y a, par exemple, cet événement qui transite sur le réseau, qui dit, bah voilà, je t'envoie une position de joueur. L'ID du joueur, c'est 19. Et dans la map, il est à X125, Y158. Donc ce message en JSON, il fait 54 octets. Parenthèse, pourquoi il fait 54 octets? Parce que là, il y a 54 caractères en comptant les espaces. Et chaque caractère est encodé sur un octet. Si je design une chaîne binaire pour transporter la même information, je pourrais le faire comme ça, par exemple, me dire que je stocke le type d'event sur un octet. Ça va me permettre d'avoir 256 valeurs différentes. Je vais par exemple dire que mon événement position, c'est le numéro 3. C'est arbitraire. Ensuite, l'ID, mettons que je supporte jusqu'à 256 joueurs, ce qui est déjà plus que Battlefield, je vais le coder sur un octet. Et ensuite, soyons fous, je vais me réserver 2 octets pour la position du joueur, parce que comme ça, ça me permet de faire une map qui fait 65 000 pixels de côté. On est large. Eh bien, le même message dans une chaîne binaire, il ferait ici, par exemple, 6 octets. Alors, vous allez me dire, la web perf, c'est important, mais transformer 54 octets en 6 octets, il ne faut peut-être pas abuser non plus. Et vous aurez raison. Mais, parce qu'il y a un mais, quand vous faites du jeu en ligne multijoueur, ce message de 54 octets, il va être envoyé à tous les joueurs
60 fois par seconde, potentiellement sur le même Wi-Fi. Donc, avec le volume, ça peut être intéressant de le compresser. Par exemple, Curvitron, le netcode était écrit en JSON. Quand Blend sont venus nous voir pour nous dire « Est-ce que vous pouvez le faire en amphi ? Il faudra juste l'adapter pour que ça se joue à 300. » Et ben, on a réécrit le netcode en binaire pour que ça tourne avec 300 joueurs sur le même Wi-Fi. Un autre avantage de bosser en binaire en JavaScript, c'est la rapidité d'encodage et décodage. Pour faire simple, quand vous trimballez en JSON, de toute façon, au bout d'un moment, ces deux machines qui parlent entre elles sur le réseau, ça va devenir du binaire à un moment ou à un autre. Donc l'ordinateur va devoir faire cette conversion et l'ordinateur qui le reçoit va devoir faire la conversion inverse. Donc si vous fournissez directement du binaire à l'ordinateur, vous parlez directement son langage, il est content, ça va plus vite. En plus, les processeurs, comme je l'ai dit, le bit c'est vraiment la base de l'informatique, vos processeurs, ils sont faits pour aller très très vite là-dessus. Donc quand vous mettez par exemple une valeur dans une case d'un tableau et qui va changer tous les bits à 1, là-dessus il va très 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 vite parce que c'est ça un processeur. Ça va être intéressant par exemple sur mobile, du coup. Et le binaire, ça supporte tout et c'est supporté partout. La preuve, c'est que vous pouvez supporter une spec faite par un laboratoire anglais en 2004 dans le navigateur. À partir du moment où vous avez la spec, tout est possible. On pourrait complètement imaginer faire un éditeur Photoshop dans le navigateur où vous drag and droppez votre fichier PSD et vous l'ouvrez. Après, c'est peu probable que Adobe fournisse la spec, pour le coup, mais ce serait possible. Pourquoi c'est chaud ? Parce que c'est pas que des avantages de bosser directement en binaire. La première chose assez évidente, c'est que c'est pas du tout lisible. Autant en JSON, vous allez pouvoir tracer tout ce qui s'est passé, en binaire, vous avez rien. C'est assez rigide. Je vous ai parlé tout à l'heure de designer son message en prévoyant à l'avance combien de joueurs on allait supporter, combien d'octets on se prévoyait pour la position. Vous êtes obligé parce que si vous avez choisi un octet pour l'ID du joueur et que vous avez un 257e joueur qui se connecte, le système va commencer à se comporter de manière complètement improbable parce que vous allez rentrer dans les problèmes d'overflow. Et il y a peu de bugs. Dans quel monde c'est un problème qu'il n'y ait pas de bugs ? Eh bien, c'est justement l'overflow. L'overflow, ça ne va pas vous dire « attention, c'est pas le bon type, etc. Là, tu appelles une méthode qui n'existe pas ou quoi ». Non, une valeur binaire n'a pas de signification en soi. Donc, tout ce que vous allez passer sur le réseau vaut quelque chose. Ça fera toujours un chiffre, ça fera toujours quelque chose. Et donc, plutôt qu'une erreur, vous allez avoir un comportement bizarre, comme on l'a vu avec Pacman. Par exemple, quand j'ai bossé sur ce projet, au tout début, mes premières implémentations confiant de ma spec Nifty, je lançais mon code, et là, dans le navigateur, j'avais une espèce d'image Canal+, avec du gris, du blanc de partout, et pas d'erreur, parce que non, tout va bien. Et donc là, tu n'as plus qu'à reprendre ta spec, reprendre ton code, et vérifier si tu as utilisé le bon data view, que tu es allé chercher les informations dans le bon octet, etc. Quelques petites idées d'utilisation. Lire et écrire un formataire, c'est le sujet de la conf, vous pouvez supporter n'importe quoi. Le jeu en temps réel, j'en ai parlé, en termes de rapidité et de bande passante, ça va être très intéressant et très pertinent si vous faites des jeux en temps réel dans le navigateur. Et une autre idée, ça peut être par exemple les filtres Instagram. Qu'est-ce que vous faites quand vous sélectionnez un filtre Instagram ? En fait, l'application va ouvrir votre image, va parcourir tous les pixels, et va, par exemple, dire je vais rajouter plus 50 à toutes les valeurs de bleu. Et hop, ça va refroidir mon image. Ça peut être un cas d'usage. Si vous ne devez retenir qu'une chose de cette présentation, c'est que JavaScript gère bien le binaire et que je vous encourage à tester des choses de votre côté. Les sources et la démo sont disponibles sur GitHub à cette adresse. Je vous ai mis également le lien de la spec Nifty si vous voulez voir à quoi ça ressemble. Pour toute question, vous pouvez me retrouver sur Internet, sur Twitter, mais globalement partout sur ce handle. Et il ne me reste plus qu'à vous remercier pour votre attention.